dit, vous avez la chance d'avoir un élu qui, tout ayant été dit, va évidemment parler extrêmement longtemps. Donc je vais vous dire quelques mots là-dessus, et puis je voudrais vous dire également donc, une réflexion, et puis, alors c'était bien un coup de gueule, mais enfin en tout cas une réaction. Alors sur régional et présidentiel, je ne vais pas vous faire l'intégralité de ma construction historique d'élu. Moi j'ai démarré à une présidence sous un président que j'aimais beaucoup, et qui effectivement avait une vraie vision pour ce pays, et où les choses étaient quand même relativement simples, c'était assez manichéen. On était d'un côté ou de l'autre. Et l'autre, c'était ce qu'il ne fallait pas. Alors nous étions d'un côté, et de chaque côté, eh bien, ça s'équilibrait plus ou moins entre deux grandes familles, et donc les choses étaient relativement simples, et répondaient, me semble-t-il, à l'époque, assez bien à la diversité de notre société. Et puis on a eu un événement, me semble-t-il, majeur, dans la vie politique, qui a été la volonté de certains de vouloir évoluer vers un bipartisme. Et cet événement, il a évidemment des conséquences tout à fait fortes. Alors bipartisme d'abord, c'est pour moi un contresens, dans la mesure où vous ne réformez pas le système des élections. Tant que vous aurez des élections à 2 tours, vous êtes dans l'obligation, n'ayant pas gagné tout seul au premier tour, de mettre en place des stratégies d'alliés. Et je vous dis tout cela pour arriver justement à l'interrogation que je me pose, à conduire cette stratégie d'alliés par les uns et par les autres. Alors naturellement, quand vous êtes un allié dominant, vous avez un certain nombre de volontés, vous avez plusieurs volontés possibles. La première, vous voulez absorber l'autre. Ça a été la volonté de l'UMP à sa création. Et il y avait, rappelez-vous, l'idée qu'il ne devait pas y avoir de composants centristes à côté, et d'ailleurs ils se sont dit, les élus de la droite et du centre en interne. Deuxième volonté possible, la volonté de faire maigrir l'allié le plus faible. Ça a été la stratégie du Parti socialiste par rapport au Parti communiste à une certaine époque. Vous avez une autre volonté possible qui est de tutéliser. C'est l'attitude du PS, par exemple, par rapport au PRG. Et puis vous avez une dernière volonté possible, ça n'est pas la plus simple, quand vous êtes dominant, c'est de dire on fait un accord bon an mal an, respectant les poids des uns et des autres, gagnant-gagnant. C'est naturellement vers cette volonté que nous devons entraîner le dominant. Et puis alors quand vous êtes le dominé, vous avez plusieurs stratégies. La première stratégie, c'est celle du grignotage. Hervé disait à une époque suceur, mais il faisait naturellement réflexion à une stratégie du cycliste qui se met dans la roue de celui qui est devant. N'allez pas chercher autre chose. Il y a la stratégie de l'opportunisme. Tantôt je fais une alliance parce que je pense que c'est le moment de faire l'alliance, tantôt je me sens suffisamment fort et je vais de façon séparée. Et puis tantôt, je dis que le rapport de force, pour des raisons éventuellement de circonstances, est en train de se modifier. Et ça a été dit, bien sûr, je ne peux pas gagner tout seul, mais vous ne pouvez pas gagner sans moi. Je pense que nous sommes, et pour le dominant et pour le dominé, dans cette situation. Le dominant doit avoir l'intelligence de comprendre qu'il ne va pas gagner tout seul, et le dominé doit avoir l'habileté de bien négocier, effectivement, pour bien montrer que c'est ensemble que nous avons à gagner. Et ça me paraît particulièrement vrai quand on étudie effectivement la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Si on regarde cette situation, nous avons un électorat qui est extrêmement parcellisé, qui est pour beaucoup extrêmement individualiste, qui est souvent totalement contradictoire, et donc il y a utilité effectivement à se répartir un certain nombre de tâches et à effectivement consolider. Nous avons à tirer, ça a été fait en partie, les leçons des élections municipales et départementales. Naturellement, nous sommes extrêmement satisfaits d'avoir gagné ici de nombreuses mairies, et là de nombreux conseillers et conseillères départementales. Mais je voudrais quand même insister sur ce qui a été un peu rappelé en début de matinée, c'est que quand nous regardons de près les scores, nous n'avons pas fait de merveille. En réalité, c'est la gauche qui, globalement, a beaucoup moins bien mobilisé. Si je prends par exemple les municipales, nous avons gagné un certain nombre de municipales dans mon département en faisant le même score qu'il y a 6 ans quand nous les avons perdues. C'est-à-dire que ce sont les autres qui ne se sont pas mobilisés. Ça veut donc dire que notre attractivité, en réalité, n'a pas forcément considérablement augmenté. Et au milieu de tout ça, vous le savez, c'est la montée de la démagogie opportuniste, et donc la réalité nouvelle dans laquelle nous nous trouvons, non pas d'un bipartisme qui se sépare lui-même en plusieurs composantes, mais en réalité d'une organisation sur 3 orientations fondamentales. Et bien quand on fait la synthèse de tout cela, naturellement,
nous devons en arriver au texte de la motion, c'est-à-dire jusqu'à l'élection présidentielle de 2017. Nous sommes en réalité, par réflexion, par intelligence, mais aussi par nécessité, dans l'obligation d'une union avec le parti dominant. C'est une obligation pour les régionales et ça sera une obligation pour les présidentielles, d'où la nécessité, naturellement, d'arriver à la participation dans des bonnes conditions à la primaire. C'est effectivement la motion que présente Hervé. J'en arrive à juste une réflexion, c'est que de cette description extrêmement rapide, nous devons dès aujourd'hui nous interroger sur ce que nous allons faire, bien sûr d'ici aux régionales, mais immédiatement après les régionales et immédiatement après les présidentielles. Je le dis parce que je suis né un peu soucieux, notamment de par le fait que nous risquons d'avoir un certain nombre de nos personnalités, de nos élus, qui vont être amenés à exercer un certain nombre de responsabilités extrêmement prenantes, et qu'il nous faut donc dès aujourd'hui réfléchir à ce que nous allons faire après, et à ce que nous allons faire après également dans la mise en place de ce texte absolument scandaleux qui correspond au cumul. Alors je ne vais pas aller vous développer l'ensemble des idées que j'ai sur le cumul, mais je considère en tout cas en une phrase que dans un pays qui reste profondément jacobin et profondément décentralisateur, la loi sur le cumul est une ineptie d'où nous paierons collectivement un certain nombre de conséquences d'ici 5 à 10 ans dans ce pays. Alors je voulais simplement terminer par une réaction, et je le dis notamment en ayant écouté un certain nombre de propos tout à l'heure, et que je pourrais qualifier d'une manière générale sur l'élu bashing. L'élu bashing. J'en ai assez de l'élu bashing. Mais vraiment assez. Parce qu'en réalité, pour être élu, bien vous le savez, il faut d'abord déjà convaincre un certain nombre d'amis, au sens le plus large du terme, dans son parti, dans sa composante. Et ça n'est pas si simple, vous le savez. Il faut ensuite gagner les élections. Et tous ceux qui se sont présentés à une élection savent que ça n'est pas aussi facile que cela. Il faut ensuite affronter, aujourd'hui, notamment au travers des réseaux, un certain nombre d'attitudes qui ne sont pas simples. Et puis il faut aussi affronter un certain nombre de demandes de la population qui sont parfois totalement contradictoires. Et je voudrais peut-être juste vous raconter une petite histoire que j'ai vécue il y a quelques années. J'étais maire, je me présentais pour être conseiller départemental, et dans ma petite ville de Bayeux de 14 000 habitants, j'ai 5 commerçants qui viennent me voir pour me demander quelque chose d'impossible. Et je leur dis, ça n'est pas possible. Et ils me disent, bah écoutez, vous ne pouvez pas nous dire ça. Dans 3 semaines, il y a une élection, elle n'est pas facile pour vous, donc vous avez plutôt intérêt à nous dire que vous allez le faire. Et je leur dis, écoutez, je vais vous dire simplement 3 choses. 1, c'est non. 2, c'est la porte. Et 3, je vous interdis de voter pour moi. Et là, le calme, et ils prennent la porte. Ils étaient 5. Une semaine après, 3 d'entre eux viennent me revoir et me disent, écoutez, voilà, on est venu s'excuser. On est venu s'excuser, on a été trop fort, on ne s'est pas bien expliqué, et finalement, on voulait vous le dire. Ben, je dis, écoutez, j'apprécie beaucoup votre démarche. Parce que vous avez bien compris qu'en matière électorale, ces élus qui promettent tout pour se faire élire, la responsabilité, elle est de qui? Elle est d'un certain nombre de citoyens ou elle est toujours de l'élu? Dans ce qu'on a vécu, vous avez bien compris, pour se faire élire, il faut que je vous dise oui, naturellement c'est impossible, naturellement je ne le ferai pas si je suis élu, et naturellement vous aurez l'occasion de dire, pour se faire élire, évidemment il a tout promis, mais une fois qu'il est élu, il n'en fait plus qu'à sa tête. Eh bien je vous dis, je vous remercie. Et donc je vais vous dire 3 choses. 1, merci. 2, je vous raccompagne, et 3, je vous autorise à voter pour moi. Je le dis parce que c'est ça. Je le dis parce que 80% des personnes que je reçois à ma permanence, c'est pour me demander un certain nombre de choses exorbitantes, de passe-droit, d'avantages, et que vous êtes l'élu qui essaye de garder le cap, qui explique, qui effectivement doit prendre le temps d'expliquer pour faire comprendre. Alors pourquoi je vous dis tout cela? Eh bien simplement parce que je suis absolument convaincu que la très grande majorité des élus de notre pays, quelle que soit la formation auquel ils appartiennent, et quelles que soient les idées qu'ils défendent, qui sont parfois effectivement différentes des nôtres, ce sont des élus qui sont des élus honnêtes,
Ce sont des élus qui sont des élus sincères, ce sont des élus qui essayent de mettre en application l'idée qu'ils ont de l'intérêt général. C'est pourquoi, me semble-t-il, il faut réagir à chaque fois quand effectivement on met en cause les élus. Il faut avoir le courage de le dire, il faut avoir le courage de le faire. Et pour terminer, je vous dirai simplement, quand je suis à bout d'arguments, quand j'ai expliqué tout ça à un certain nombre de personnes, et quand effectivement, malgré tout, on me sort, vous êtes tous pourris, vous êtes tous les mêmes, alors je finis simplement en concluant, vous avez raison, nous sommes une belle représentation de la société française.